3, 2, 1. Et ben voilà, me revoilà déjà de retour, mais cette fois avec 3 invités au lieu d'un. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maëva Courtois, CEO et fondatrice des Helios. Alors on dit Helios.do, enfin On dit Helios. Helios, On peut voilà. dire Helios.do aussi. Les deux sont possibles. Exactement. Benoît Grisoni, CEO de Boursorama. Salut Laurent. Et Paul Deleuze, CEO d'Orange Bank pour encore 8 jours. Hello Laurent. Donc merci d'être parmi nous. Alors j'ai tombé le casque, comme pour cette séquence on met pas le casque, mais je le mettrai à la prochaine parce qu'en plus j'ai prévu des petites choses rigolotes avec mes invités du PFC Les Chroniques. Vous verrez ça dans une petite quarantaine de minutes. On a 40 minutes ensemble, parce que j'ai pris un peu de retard avant, donc on en aura un peu moins que ce qui est affiché à l'écran. Alors avant de vous poser toutes mes questions, je vais déjà commencer juste par un petit tour de table, parce que finalement, même si tout le monde vous connaît forcément, un petit rappel, ça fait toujours du bien. Donc, on va commencer par toi, Maëva. En plus, un peu, j'allais dire, la petite nouvelle parmi nous, parce que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur ce même plateau il y a 2 ans, d'ailleurs, dans un format assez similaire, Benoît et Paul. Donc, n'hésite pas à te présenter, peut-être un peu plus longuement, d'ailleurs, parce que c'est peut-être moins connu. Donc, ce qui est ton entreprise et qui tu es. Et puis après, je poserai la même question à Benoît et je terminerai avec Paul. Parfait. Déjà, merci pour l'invitation et ravi d'être là aujourd'hui. Moi, je suis Maëva Courtois, je suis la cofondatrice d'Helios, donc Helios ou Helios.do. Et donc, on est la première écobanque, un nouveau modèle bancaire qui est destiné à investir dans les entreprises de la transition écologique. Et on a décidé de lancer Helios il y a environ 2 ans. Moi, je travaillais en finance de marché avant. J'ai été confrontée, en fait, entre la différence entre ce qui se passait, ce qu'on vendait d'un point de vue marketing dans les fonds ESG, ISR, et le fait qu'on investissait dans la durabilité, et finalement la réalité qui est qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les banques et dans les fonds d'investissement, on reste quand même sur des pas de mouche, on va dire. Donc, on a décidé de lancer Helios pour justement créer un nouveau modèle bancaire qui est dédié à financer toutes ces entreprises qui ont besoin de capital pour se développer et qui auront l'avantage, on verra, de développer des nouveaux systèmes et des nouveaux secteurs qui développeront justement la transition écologique dans des secteurs qui sont aujourd'hui très, très carbonés. Donc, si je reformule, une envie chevillée au corps, que ça soit une réalité et pas du greenwashing ou de la com, quoi. Exactement. Voilà, pardon, je le dis autrement. Mais alors, une autre question, parce que tu parles de métier bancaire. Vous êtes une banque ? On n'est pas une banque, on est rattaché à Solaris Bank, qui est un acteur bancaire, un BaaS qui a la spécificité d'avoir sa propre licence bancaire. Et donc, on travaille avec eux justement à l'emploi des dépôts. On a d'ailleurs annoncé il y a 2 semaines, il me semble, l'investissement, enfin notre premier gros investissement de 6 millions d'euros dans des projets de la transition écologique. Il y a plusieurs secteurs qu'on soutient et plusieurs entreprises qu'on a soutenues grâce à ça. Et donc, on passe par la location de la licence bancaire de Solaris. Et en quelques chiffres aujourd'hui, c'est combien de clients, combien de dépôts justement, parce que tu en parles ? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 12 000 clients. On a à peu près 15 millions d'euros de dépôts et donc 6 millions d'euros investis. Et avec des offres classiques de banque au quotidien Exactement. On a essayé rapidement de proposer tous les services de la banque de détail classique pour répondre en fait à tous les besoins que nous ont remonté les clients. Au départ, on a débuté avec un compte courant. Ensuite, on nous a fait part d'une demande d'un compte jeune, parce que les jeunes avaient besoin d'une offre un peu plus abordable pour eux, et on a suivi ça, on a fait suivre nos offres avec un compte joint qu'on a lancé il y a 1 an, un livret d'épargne, et tout est disponible sur application mobile, et on a lancé également la version web, pour ceux qui sont très web. Alors d'avance, pardon pour les autres, je suis un peu plus loin avec Maëva, parce que c'est quand même, on vous connaît bien, en fait, même si on va quand même se représenter, mais puis on sait jamais, vous allez peut-être aller bosser. Et un petit mot sur toi ?
Sur moi? Bah oui. Ben, Non, mais tu faisais quoi avant? Ah oui, je faisais quoi Par avant? exemple. Alors moi, j'ai travaillé quelques années en finance de marché. J'étais chez Oddo BHF au D'accord. départ. Puis je suis passée chez Exane Asset Management où j'ai monté le pôle de finance durable. Donc intégrer tout ce qui est critères environnementaux, sociaux, gouvernance dans les fonds d'investissement pour justement qu'on transitionne vers de la durabilité. Merci beaucoup. On reviendra de toute façon, bien sûr, sur d'autres sujets liés à ça, mais c'était important, je pense, de présenter un peu mieux ce que tu faisais. Merci. Benoît, mais c'est qui Boursorama? Alors, Boursorama, c'est une banque en ligne. Ah mince, je sais pas. Voilà, donc c'est une banque en ligne. On a un peu plus de 4 millions de clients aujourd'hui. On en recrute à peu près 100 000 par mois. Je pense que c'est principalement lié au fait qu'on est la banque la moins chère depuis plusieurs années. C'est en tout cas un credo qu'on a voulu prendre parce que pour nous, c'était le sens même de notre modèle économique. Et donc cette promesse étant tenue dans le contexte actuel, mais ça fait 15 ans qu'on le dit, donc on n'est pas tout à fait sur un phénomène d'aubaine. Bon voilà, ça continue à en tout cas répondre à un public. La deuxième spécificité, c'est qu'on a 65 milliards d'encours à peu près au total, si on prend toutes les activités de la banque. Parce qu'on a une offre qui est complète, on est là depuis très longtemps, donc on a eu le temps de développer toutes les offres, qu'elles soient d'épargne, de crédit. Voilà, donc aujourd'hui, nous, notre but, c'est vraiment d'avoir des clients qui restent avec nous le plus longtemps possible. C'est très important pour nous. Et puis, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des ABAC, des KPI sur le sujet? Je te dis, c'est 15 000 € par client à peu près en moyenne d'encours, ce qui reflète le fait qu'ils sont quand même assez engagés, d'autant plus que quand même 2 millions de ces 4 millions de clients sont arrivés les 2 dernières années, quasiment. Donc en fait, il faut quand même leur laisser le temps de s'équiper, et puis qu'on a beaucoup plus de clients jeunes aujourd'hui qu'avant. À peu près 45% de nos clients ont moins de 20 ans là, sur les nouveaux. Et donc l'âge moyen de la banque, c'est 35 ans. Voilà, donc il y a plein de KPI sympas. On a des clients plutôt satisfaits parce que je pense tout simplement on fait à peu près ce qu'on dit. Alors des fois on fait des trucs mal, mais enfin globalement ils sont contents parce qu'ils font les choses eux-mêmes et qu'ils payent pas beaucoup. Enfin l'écart de pouvoir d'achat est important, c'est 200 € à peu près par an sur juste les frais bancaires. Donc à l'heure où on se parle beaucoup du pouvoir d'achat, je pense que c'est un sujet qui est évidemment important. Et quoi d'autre? Et on est 850 collaborateurs chez Boursorama. Et filiale à 100% Société Générale. Ouais, exactement. Donc en plus, dans un monde où finalement tu es le concurrent direct de tes propres agences du groupe. Ouais, mais c'est assumé depuis le départ. C'est-à-dire qu'en fait. Oui, mais au début c'était un petit truc. Maintenant vous êtes gros. Ouais, on est un peu plus gros, mais enfin bon, ça reste quand même petit par rapport aux autres. Les autres, il y a encore les entreprises, il y a encore la banque privée, il y a encore des activités qu'on fait pas. Donc voilà, on n'a pas une volonté, encore une fois, moi je le dis tout le temps, on n'a pas une volonté hégémonique ni parce que je pense que tous les clients peuvent pas faire de la banque en ligne, ça c'est vrai. Et puis deux, on fait pas tous les clients, donc ça tombe bien. Et je pense que c'était intéressant d'avoir une banque qui acceptait d'assumer un modèle réellement, objectivement, cohérent. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs bancaires qui ont du mal à assumer une sorte de schizophrénie qu'il faut même avoir si on veut créer de la valeur. Quoi. Pour finir sur ta présentation, ouais. Benoît, ça fait combien de temps que tu diriges Boursorama? Dirige 5 ans à peu près. Et que tu es chez Boursorama? 23. Eh ben oui, on s'est rencontrés, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Ça nous rajeunit pas tous les deux, dis donc. Non, mais si, c'est dans la tête. Hein. C'est vrai, dis donc. Alors, justement, puisqu'on parle d'historique et d'acteurs nouveaux et en même temps historiques, Paul, c'est qui Orange Bank et qui est Paul? Alors, c'est qui Orange Bank? C'est qui Orange Bank au pluriel? Tu as 2 Orange Bank. Tu as un Orange Bank en Europe et un Orange Bank en Afrique. Orange Bank en Europe, c'est 2 millions de clients. La moitié sont des clients assurances, qui ont juste un contrat d'assurance mobile, un produit d'assurance, et l'autre moitié, c'est des clients bancaires, qui ont un compte bancaire ou qui ont un crédit. Donc 2 millions de clients en Europe, et en Afrique, on a Orange Bank Africa, d'où je reviens. J'étais il y a 2 jours à Abidjan pour aller voir les équipes d'Orange Bank Africa. On vient de fêter, Orange Bank Africa, le 1 000e client. Ce sont 2 banques jeunes, alors moins jeunes qu'Helios, mais beaucoup plus jeunes que Boursorama. Orange Bank en Europe fêtera ses 5 ans dans un mois, et Orange Bank en Afrique a fêté ses 2 ans le mois dernier. C'est quoi la spécificité d'Orange Bank? Parce que dans ce monde où il y a plein de néobanques, il faut quand même qu'on ait quelque chose d'un peu à part. Nous, la spécificité, c'est qu'on est lié à un opérateur télécom. Ça veut dire qu'on a de sens que par le lien qu'on crée entre le telco et la banque. Je te donne un exemple. En France, pour 100 téléphones vendus, il y en a 45 qui sont financés ou assurés ou qui donnent l'ouverture d'un compte chez Orange Bank. On lie vraiment les 2 univers. Et en Afrique, c'est pareil. Le 1 million de clients qu'on a, on fait du crédit en Afrique à des gens qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas bancarisés et qui, pour une partie d'entre eux, ne savent pas complètement lire. Toutes les autres banques nous disent qu'on ne peut pas faire du crédit à ces gens-là. Nous, on le fait. On a un taux d'impayé de l'ordre de 3-4%. Pourquoi? Parce que grâce à la connaissance qu'on a dans l'univers télécom, on est capable de voir si on peut prêter à ces gens ou pas. Et donc, c'est ça qui nous permet de faire quelque chose d'assez rare dans la banque, qui est de faire quelque chose d'utile
ce que tu fais, mais que nous autres banquiers, on a parfois plus de mal à faire. En Afrique, on est capable de créer de l'inclusion bancaire dans des pays où tu as 15-20% de gens bancarisés. Bon, alors, j'ai été assez long sur cette première partie où je voulais que chacun puisse se présenter quand même et rappeler qui vous êtes. Ça fait, on va dire, ça fera office aussi de page de pub. Hein. Donc après, maintenant, on parle des vrais sujets. C'est bon, c'est fait. On sait que vous êtes superbe. On va passer au vrai sujet. Alors, bon, le thème du jour, c'est banque et digital, quoi de neuf, docteur? Alors, je vais y revenir à ce sujet, mais enfin, avant d'aller plus loin, on va s'occuper de l'éléphant au milieu du salon. Parce que, bon, loin de moi, Paul, l'idée de dire que tu as grossi pendant les vacances. Parce que quand je parle d'éléphant, je parlais de toi. Mais globalement, sur LinkedIn ces derniers jours, moi, comme je te suis forcément, je suis assailli de trucs qui ressortent avec marqué Paul Delos. Tout se dit et son contraire sur ton départ, en particulier et sur Orange Bank en général. Tu t'en vas, donc Orange Bank s'arrête, ou tu t'en vas parce que ceci ou cela. Et tu sais quoi, moi je me dis, on pose la question à ceux qui sont concernés. Alors, on commence par ça, on clôt le sujet, et après on passe au reste. Ok, écoute, oui, c'est un sujet qui n'est en soi pas passionnant. Le futur si, de c'est Paul Delos, intéressant. je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Non, situation d'Orange Bank plus peut-être. Voilà, exactement. Mais Écoute, il se trouve tout simplement que moi, j'ai toujours la conviction. Moi, j'ai été, avant d'être patron d'Orange Bank, j'étais patron d'une banque de gestion de fortune qui s'appelait Indosuez. Avant, j'étais dirigeant de Cassib. Moi, je trouve que, et je dis rien contre les autres, que tu peux pas rester trop longtemps comme mandataire social. Je trouve que tu te réinventes pas. Moi, ça fera bientôt 5 ans que j'étais chez Orange Bank. Je considère que Orange Bank, au début, a connu quelques petits ratés de démarrage. J'ai une super équipe de direction. On a remis le truc sur les rails. Maintenant, on a 2 millions de clients. On est content. Et donc, moi, je me disais, c'est peut-être le moment pour moi de regarder autre chose. Et je trouve que j'ai une belle opportunité qui est de diriger un fonds alternatif qui fait plus d'une 30aine de milliards d'euros. Et comme par ailleurs, j'avais un super adjoint qui s'appelle Stéphane Valois qui piaffait d'impatience. Je me suis dit que c'était le moment pour que Stéphane me remplace. Voilà, ça n'est ni ça, c'est plus pour ton ni départ. moins. Et Orange Bank, parce qu'on lit après, bah ouais, non, mais en fait, c'est le signe qu'Orange Bank va pas bien, alors que pourtant, tu nous donnes des chiffres qui ont l'air sympas. Ça va bien, Orange Bank? Alors, Orange Bank, mais tu as dit qu'on arrêtait la pub. Orange Bank. Je veux savoir si tu fais la langue de bois ou pas. Ça va pas? Écoute, Orange Bank va très bien. Juste un chiffre, je me doutais que j'aurais la question. Juste un chiffre. Hein. Il a préparé. Ah. Mince, les anti-sèches. À fin août, Orange Bank est 60% au-dessus de son niveau de conquête de 2021. Fin août 2022, fin août 2021, on est à plus 60%. Pourquoi? Parce que les boutiques Orange font un travail dingue en ce moment. Les boutiques Orange arrivent à proposer et à séduire des clients avec Orange Bank. Donc oui, la conquête marche bien. On ne fait pas 100 000 nouveaux clients par mois, mais on en fait 50 000 en Europe, nouveaux clients par mois. Donc Orange Bank se porte bien, merci pour elle. Bon, donc tu t'en vas, mais Orange Bank, ça va pas. Voilà. Donc on sera amené à se revoir au sens personne morale du terme. Ouais. Et puis sans doute pour plein d'autres choses. Bon, alors toi, j'ai noté 5 ans, fais attention. Hein. Donc, t'as noté, hein, c'est date limite de péremption. Pour revenir au plateau, en fait, aujourd'hui, j'ai qu'une question. Est-ce qu'il y a du nouveau en France sur notre secteur, dans nos métiers? Parce que tu parlais de l'Afrique, c'est quand même extrêmement différent. J'ai toujours en mémoire Madame Lagarde qui était venue sur mon plateau au Paris FinTech Forum, et quand on lui demandait ce que la FinTech a changé dans le monde, elle répondait, ça a sauvé la vie des femmes. Alors comme ça, tout de suite, tu réagis, mais oui, mais il y a des pays où oui, parce qu'on a digitalisé, que l'argent, grâce à Orange Money d'ailleurs, et d'autres, M-Pesa, etc., bah, c'était plus des billets qui étaient derrière une liasse, et on a cassé la figure ou pas de la femme en question, ça lui donnait pas l'argent. Ça a été... là, on est dans des pays où la FinTech, les banques, néobanques ou nouveaux services peuvent changer la vie des gens. Chez nous, en France, j'ai souvent l'impression que ça change la couleur sur mon écran. Ça va me faciliter peut-être un peu plus vite parce que ça me casse les pieds d'envoyer des courriers, donc je peux le faire là. C'est bien, c'est mieux. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est vieux, en fait. Ça fait longtemps que Boursorama existe, longtemps même que tu existes, et puis que le projet qui avait été créé d'Orange Bank repiquait quand même déjà des choses existantes, soit chez Boursorama, soit chez Nickel, soit chez d'autres. Et même dans le vert, longtemps que des gros acteurs disent qu'ils font du vert, mais ou pas. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose de nouveau? Ou c'est juste on reprend les mêmes et on recommence chaque année? Allez, je commence par toi, parce que tu viens de nous dire encore que tu étais numéro 1 du podium, ça fait 15 ans que tu me le dis. Il y a quoi de nouveau? Non, mais ta question, c'est pas que qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est est-ce que ce pour les qu'on fait a clients, du pour les sens services, oui, pour est-ce les que ça a clients. du sens? Et Est-ce qu'on donc, leur donne du je sens? vais être un peu lourdingue, mais je pense que, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire modestement depuis 25 ans, on a commencé par la bourse, puis après l'épargne, puis après la banque au quotidien, c'est d'être le plus efficace possible dans nos process. Donc d'être un acteur digital assumé depuis le départ, sans conseiller personnel, sans agence physique, sans toute une structure de coût qui est celle traditionnelle des banques, pour apporter une valeur immédiate au client qui se traduit à la fois par du temps, parce qu'on apporte quand même une relation qui est temps réel, qui est en train de devenir aussi la norme dans la banque traditionnelle, mais pas encore complètement sur tous les process. Et puis la deuxième chose, peut-être plus importante encore, de l'argent. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas ça comme tu dis, pour faire des jolies pages avec des belles couleurs. Ça fait longtemps que le digital, pour nous, c'est tout sauf du design. C'est ce qui se passe derrière qui est important.
Et donc, je pense que le sens de ce qu'on fait, en tout cas nous chez Boursorama, on a fait d'ailleurs une petite campagne récemment sur cette notion de pouvoir d'achat. Oui, on rend 1 milliard d'euros par an à des clients si on se compare à la moyenne du marché. Et là, c'est la question de la banque au quotidien. Mais si je te prends le plan d'épargne retraite, on faisait un petit calcul rapide. On a un plan d'épargne retraite à moins de 1% de frais, tout compris. La moyenne elle doit être autour de 3. Ça te fait 30% de retraite en moins après 25 ans d'épargne. Voilà, c'est ça la réalité. Donc après, on peut dire qu'on ne sert pas à grand-chose. Mais moi, je sais à quoi je pense les équipes de Boursorama servent. C'est à simplifier quand même un peu la banque et à rendre beaucoup de pouvoir d'achat aux clients. Pourquoi ? Parce que globalement, c'est lui qui travaille. Il n'y a rien de magique en fait. On parlera probablement de la rentabilité après. Oui, parce que j'allais te dire, il y a quand même... Pardon, mais d'ailleurs, je l'ai dit dans mon intro. Je ne sais pas si tu l'as écouté tout à l'heure dans mon intro, mais je disais, Boursorama, tu es toujours numéro 1. D'ailleurs, on le voit tous les ans. Mais il y en a qui disent, j'ai dit les mauvaises langues dans mon édito, à quel prix ? Mais c'est normal. Et c'est pour ça, c'est le corollaire de ce que je dis. Parce qu'évidemment, si c'est pour juste jeter de l'argent en l'air... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas rentable aujourd'hui ? On ne l'est pas d'abord depuis 2016, on l'a été de 2003 à 2015 en France. On ne l'est pas depuis 2016 parce que depuis 2016, on est passé de 700 000 clients à 4,5 millions. Voilà, donc, en fait, on a investi beaucoup chaque année dans la croissance organique. Cette année, on va recruter 1,5 million de clients. Donc, c'est sûr qu'une année où tu recrutes 1,5 million de clients, malheureusement, je n'ai pas encore la capacité en revenu à pouvoir l'absorber. Et 45% des frais généraux de Boursorama sont liés à cette acquisition. Parce que c'est toujours avec des... Pardon, parce que je suis client, donc je vois passer les campagnes. C'est toujours avec des grosses opérations primes, de plus 80. Alors, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'Astérix. C'est moins donné facilement qu'avant. Ouais, alors... C'est pas méchant ce que je dis, au contraire. C'est plus rationnel. On essaye de faire en sorte peut-être de l'orienter un petit peu plus sur, en effet, l'équipement du client. Mais quelque part, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout comparable avec un rythme de croissance qui serait, on va dire, beaucoup plus normal. Là, on va faire 40% de clients en plus en un an. Donc en fait, voilà, et le business qu'on fait est un business qui est un business plutôt de stock. La banque de détail, c'est quelque chose qui se fait sur des dizaines d'années et qui profite d'ailleurs à trop d'activités de marché par ailleurs. Et en fait, ça se fait, voilà, nous, on essaye de le faire en très peu de temps et ça nécessite un petit coût qu'il faut aussi relativiser parce que je pense que malheureusement, les gens ne regardent pas les chiffres, mais on perd en moyenne à peu près, s'ils disaient sur cette chronique, environ 50 millions d'euros par an. Donc c'est beaucoup d'argent, mais enfin, c'est en face donc de 3,5 millions de clients supplémentaires, de 50 milliards d'encours supplémentaires. Donc après, on peut discuter, est-ce que c'est cher, pas cher ? Si on regarde des sujets de croissance, mais on l'assume, mais 1000 fois. Et est-ce qu'on a créé de la valeur depuis ? Je pense qu'on est assez à l'aise sur le sujet. Mais après, voilà, après c'est des débats d'experts. Et tu me posais une question sur les clients. Donc ça, c'était ma réponse sur le sens. Et pour ce qu'il y a de nouveau, évidemment, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'on pense que nous, on le voit bien sur les sujets d'épargne notamment. On parlait tout à l'heure d'ISR, sur les sujets de temps réel dans la décision et le décisionnel pour les clients, notamment dans le crédit, dans plein de choses autour des budgets. Comment est-ce que tu fais pour améliorer la gestion du budget des clients ? De faire en sorte que tu aies aussi des systèmes de cashback. Enfin voilà, il y a plein de choses nouvelles. On ne va pas les détailler là. Elles sont peut-être pas nouvelles dans le sens où tu vas dire oui, mais ça on en parle depuis longtemps, mais elles sont en train de devenir une réalité. Non, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'effectivement dans ce petit cercle d'experts, on n'est pas 10 000 connectés. Là, c'est le cercle d'experts. On est entre 200 et 400 à chaque fois. Mais c'est des gens où on se connaît, on travaille dans ces métiers. Des fois, on a l'impression qu'on répète des trucs. Je te donne un exemple. Juste avant toi, il y avait Jean-Paul Mazoyer. Je n'ai pas osé l'interrompre sur ce sujet parce que c'était pas notre sujet clé, mais il me parlait de l'application Sunday qu'il a utilisée, qui effectivement change beaucoup de choses. J'ai présenté l'équivalent sur notre scène d'un concurrent qui est mort depuis, mais en 2013. Il se trouve que le marché n'était pas prêt. Aujourd'hui, le marché est prêt. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une adoption tu parlais du NFC en quelle année ? En 2002, je crois, ou 2003. 2002. Ça marche qu'en 2006. Ce qu'on dit est vrai, c'est véridique. C'est pour de vrai. Bon, à quel moment ça a été utile ? Nous, 2012. ce qu'on voit, le paiement mobile, par exemple, aujourd'hui, pour reprendre les wallets, parce que je pense qu'on a une proposition de valeur qui marche plutôt pas mal, c'est 15% des paiements, donc c'est quand même un paiement sur 7. Les instants de paiement, tu vois, tu dis, alors c'est super, aujourd'hui en France, c'est 3% des virements, c'est 70 chez nous. Alors la raison, on ne va pas la chercher très loin, c'est gratuit. Voilà, donc comme c'est gratuit, c'est par défaut. Et donc qu'est-ce que font les clients ? Quand c'est gratuit et que c'est par défaut, est-ce que tu préfères un virement temps réel ou un virement qui met 2 jours ? Je veux dire, à un moment donné, il y a la nouveauté au sens innovation, puis après, il y a la réalité quand même un peu opérationnelle, concrète et qui parle aux gens. Et là, c'est un exemple. Ceci dit, sur le gratuit, à un moment, on doit tous avoir un business model et gagner notre vie. Oui. Est-ce qu'en étant gratuit, le jour où tu arrêtes de faire 40% de la question de l'année, tu es rentable ? Je n'ai pas terminé. Évidemment que oui. D'ailleurs, on l'a été au T2 et T3 2020. Pour donner un exemple concret, quand on a dû couper les budgets, ce qui était à peu près la décision la plus facile du 16 mars 2020. Non, mais parmi les 15, rétrospectivement, tout est toujours facile. Et on a été rentable à ces 2 moments-là. Et évidemment que, encore une fois, on fait tout pour équiper les gens, pour faire en sorte qu'on ait des revenus qui sont liés à notre marge d'intérêt. Je ne vais pas embêter les gens avec des aspects techniques, mais vous voyez que les taux d'intérêt remontent. Donc, quand vous avez 1 milliard de collectes par mois en ce moment, c'est quand même plutôt sympa qu'il y a 5 ans, etc., etc. Donc,
ne vous inquiétez pas de la rentabilité. Et la chose peut-être que les gens ne regardent jamais assez, c'est l'efficacité. Je l'ai dit tout à l'heure, on est 850. Tu as une banque avec 850 personnes qui gèrent 65 milliards et 4,5 millions de clients. Alors, on Donc, gère ton pas tout bien. obsession, c'est vraiment l'efficacité pour Mais éviter c'est que la base de derrière- notre modèle. Enfin, moi, en tout cas, je considère que dans la banque en ligne, le vrai modèle et la chose qu'il faut regarder en premier, c'est cette partie-là, comparativement à d'autres. Après, évidemment, on est tous pareils. On aimerait avoir plus de revenus. Hein. Je vous rassure, moi aussi, j'y pense tout le temps. Hein. Mais la réalité de départ, c'est le celle-là. capitaliste. Non, mais la réalité de départ, c'est les frais G. Et les frais G dans la banque sont plutôt des frais G importants. Pourquoi ? Parce que les gens ont été habitués à un modèle qui est assez consommateur de coûts. Enfin, vous voyez ce que c'est que d'avoir une agence avec des personnes à l'intérieur qu'il faut former maintenant, je ne sais pas combien de semaines par an à toutes les problématiques. Voilà. Et donc, c'est des milliers de personnes. Ça fait 350 000 emplois en France. Tout ça, ça coûte très cher. Mais d'un autre côté, vous avez des consommateurs qui sont prêts maintenant à piloter leur argent eux-mêmes, qui ont envie de le faire et qui ont envie surtout de challenger le prix de ce qu'ils payent. Enfin, encore une fois, les banquiers, ils étaient il y a une semaine à Bercy pour parler du bouclier et personne n'a remercié les banquiers de faire 0% d'augmentation cette année. Donc, il y a quand même un sujet. Ah, ils ont eu moins de chance que les assureurs. Oui, t'as vu ? Ouais. Ouais. Il y en a qui se débrouillent mieux. On les embrasse. Mais oui, ils sont membres aussi de l'Axel, on les embrasse Ouais, tous. on les embrasse. Mais alors, pardon, parce que là, on a Ouais, été un non, peu long, mais comme ouais. tu m'as entraîné sur le sujet des Pardon. coûts, je vais Ouais, rebondir pardon. sur le sujet des coûts, parce que je crois que tu as eu, enfin, pas toi, mais Orange Bank, ce même procès. Mais ça coûte cher et c'est encore déficitaire. Bah, j'imagine la réponse est un peu la même. C'est oui, mais monsieur, on est encore jeune, non ? C'est ça, enfin... La réponse, c'est, mais je souscris complètement à ce que disait Benoît, hein, c'est que c'est un choix, effectivement. Dans ce métier des néobanques, tu investis beaucoup. Et nous, nos deux gros postes d'investissement, c'est sur la conquête client, d'une part, les 50 000 nouveaux clients par mois, c'est pas gratuit, et c'est sur l'informatique, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de complétude de l'offre qu'a Boursorama. Donc oui, ça coûte de l'argent, mais la réalité, c'est que tu enlèverais ces investissements clients et informatiques, on ne serait pas break-even, mais on en serait assez proche. Et pourtant, je pense que c'est important d'investir pas que sur le client. Et pour moi, c'est une des bonnes nouvelles de ce qui se passe en ce moment. La remontée des taux, le fait que les VC, ça s'agit un peu. Tu as tout plein d'ateliers chinois dans ce métier qui vont disparaître. Et ça, c'est pas mal. Parce que faire de la banque digitale, c'est pas que avoir une jolie appli. C'est aussi avoir des process, c'est aussi avoir une qualité de service, c'est aussi être organisé. Et je pense que le métier va s'assagir. Et nous, c'est vrai, on a beaucoup investi. Chez Orange Bank, la productivité de nos back-office a augmenté de 30% en 3 ans. Et pourtant, je pense qu'on peut encore s'améliorer. Je pense que vous êtes meilleurs que nous. Mais voilà, je pense Mais que est-ce dans ce que métier t'as de banque... vu, on parlait de l'innovation aussi, est-ce que dans un grand groupe comme Orange, avec toutes ces qualités, hein, c'est un mobile, je suis chez Orange, Très bien. mais est-ce que malgré toutes ces qualités, ça reste un grand groupe avec ses difficultés? Est-ce que tu as pu, parce qu'on parlait d'innovation, c'était le but de la conversation, est-ce que toutes les idées que toi et ton COMEX et tes équipes de direction aviez en tête, vous n'avez pas été des fois freinés par, justement, c'est un gros groupe, on ne peut pas tout faire, des fois on a une petite start-up, on pourra en parler dans quelques minutes, on a une idée, on la met en place dans 2 semaines, et peut-être chez toi, il faut passer par la conformité groupe, par le truc qui fait que ça mettra 1 an de plus et que c'est trop tard, ou que... Écoute, le groupe Orange, c'est un groupe qui a toujours beaucoup investi sur l'innovation. Ça a toujours été dans les gènes de ce groupe d'innover, depuis le Minitel jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un groupe qui est reconnu pour sa capacité à innover. Et donc nous, au contraire, on s'est pas mal appuyé sur le groupe Orange, qui chaque année dépose des dizaines de brevets sur le bancaire. Donc non, le groupe on a plutôt eu le vent. Force plutôt. Ouais, ça a plutôt été une force en Europe et aussi en Afrique. Toute la partie big data qui nous a permis de prêter en Afrique et en Europe à des clients auxquels les autres ne prêtent pas, c'est des outils qu'on a développés avec Orange. Donc non, de ce point de vue, Orange a été vraiment un gros soutien. Alors Maëva, on vient d'entendre, on parle de centaines de millions, de milliards, etc. Bon, toi tu as levé 9 millions. C'est déjà beaucoup pour C'est déjà beaucoup. une start-up de jeunes de 2 ans, hein, tu disais. C'est ça, exactement. Voilà. Ceci dit, voilà, il y a des... Comment tu vois une trajectoire de développement pour pouvoir fournir les différents services dans cet univers de mastodonte qui, malgré toutes ces sommes, sont, comme on le voyait, encore bénéficiaires pour certaines, où elles pourraient... Enfin voilà, je ne vais pas refaire la discussion. Comment toi, tu vois une trajectoire à 5 ans sur cette offre qui paraît pour tout le monde évidemment au cœur des sujets de problématiques d'aujourd'hui, hein, l'impact, on pourra parler plus tard, après comment vous traitez le sujet, mais toi, comment tu vois cette problématique? Déjà, pour repartir sur, pour nous, ce qu'on voit comme innovation à réaliser dans les prochaines années dans le monde de la banque, si on reprend les 10 dernières années, il y a eu la révolution digitale. Bon, maintenant, effectivement, on est passé. Si tu te retrouves sur un site de comparateur de banque, la seule différence, en effet, c'est la couleur des logos et le la prix prime. éventuellement des services. Le prix des services. Généralement, c'est quand même dit Benoît, assez... tout le monde n'a pas le virement instantané gratuit, bon, par exemple. Non, c'est vrai, mais c'est peux avoir une difficile gamme à tarifaire. comparer quand même, surtout sur les comparateurs. Et en fait, et après, c'est comparer
les primes d'entrée. D'accord. Nous, on pense qu'après cette révolution digitale, il va y avoir une révolution en fait, écologique des services bancaires et en fait revenir. Il y a 10 ans, on a essayé de rendre transparent les structures de coûts pour les clients. Donc, effectivement, c'était plus de l'ordre de 200 €. Je pense que c'était même plus que 200 € de frais bancaires il y a 10 ans pour un client qui a juste un compte courant. Aujourd'hui, tous les nouveaux acteurs ont permis d'avoir une structure de coûts et en fait une transparence sur les coûts qui permettent d'assainir j'allais dire lobby bancaire, non, mais en fait le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Utiliser les mots que tu veux, il n'y a Lobby pas de bancaire. contrainte, si c'est ce que tu Le droit. penses, tu sais, alors chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et aujourd'hui, oui, le vrai enjeu, c'est de rendre transparent ce qui se passe derrière la banque. Donc, les banques, finalement, c'est pas un Et acteur... ça, je le vois assez bien dans le métier que tu faisais avant. Oui. Avec MiFID, etc. Et pas que, et puis avec aujourd'hui l'obligation d'expliquer, si tu dis que c'est ESR, c'est quoi ton fonds ESR, etc. Est-ce que vraiment tu investis? Ça me paraît plus abstrait, dans ma banque au quotidien. Comment tu traduis ça en innovation pour l'utilisateur que je suis et qui serait, ça fera, je l'espère, très convaincu, suffisamment convaincu pour éventuellement un jour choisir ma banque pour ça. Honnêtement, aujourd'hui, je mentirais si je disais que je choisirais juste sur ce critère, mais quelles innovations au-delà du fait de dire nous, on lave plus vert? Alors déjà, je pense qu'on peut pas choisir que pour ça. Donc nous, dès le départ, on s'est dit on peut pas faire le choix entre l'innovation et justement la transition écologique, ce qui a été le cas peut-être il y a les 20 dernières années où le choix était si vous voulez aller sur quelque chose de plus écologique, il y a soit c'est plus cher, soit c'est moins sympathique. Moderne, moins sympa, exactement. Donc depuis le début, on a travaillé à avoir des services bancaires, donc une application mobile, une application web également qui soit au plus haut standard des marchés avec exactement ce qui a permis la digitalisation des services bancaires, c'est-à-dire être autonome dans la gestion de sa carte, pas besoin de repasser tout le temps par son conseiller pour faire des opérations du quotidien assez simples, donc faire un virement instantané, pouvoir le faire facilement, changer les plafonds de sa carte, bloquer, débloquer, etc. Donc ça, je pense que c'est un prérequis pour pouvoir opérer donc, des innovations et percer. Simples qui vont permettre de baisser le bilan carbone de l'activité. Exactement. Et ensuite, mais pardon, où il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si Benoît veut faire la même chose et dire nous aussi, finalement, on a tout baissé au max, regardez, finalement, il peut afficher, quasiment sur cette opération-là de banque au quotidien, un bilan carbone. À partir du moment où tout le monde va dire il faut communiquer là-dessus à la fin de l'année. C'est quoi les restes ? Il faut arrêter d'investir du coup dans des... Donc après, c'est la partie investissement. C'est ça le gros... La partie investissement. Alors, le problème dans une banque aussi grosse, par exemple, que Boursorama ou Société Générale ou BNP, c'est qu'il y a plusieurs activités. Donc, il faut bien se concentrer sur la banque de détail et pas partir sur la banque d'investissement parce que finalement, c'est des structures complètement... qui sont rattachées mais qui sont différentes. Si on prend donc, les 4 principales banques françaises aujourd'hui, leurs financements vont en grande partie encore dans des activités qui sont connues pour être à risque pour l'environnement. Depuis les accords de Paris, c'est 3 600 milliards d'euros qui ont été investis par les 60 plus grosses banques mondiales dans les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Là où, si on veut s'imaginer développer un monde plus bas carbone, la banque, c'est pas un acteur commercial comme les autres, c'est un acteur qui a en fait une responsabilité auprès aussi de ses clients et auprès de la société de développer une société qui est, alors là, pour les prochaines années, plus juste et plus bas carbone. Et donc, c'est finalement l'acteur de départ. Si la banque ne prend pas le pas de dire nous ne finançons plus ces actifs qui sont justement climaticides et aller soutenir ces projets qui vont transformer les secteurs clés de l'économie vers des activités moins carbone, je pense que ça va être difficile de se transformer sans argent, sans capital. Tu ne m'en voudras pas, je n'irai pas sur le débat de fond. Oui. Parce que voilà, après, on peut avoir ceux qui expliquent qu'il faut encore financer pendant 40 ans le pétrole si on va avoir une chance. Voilà. Mais à la limite, je ne suis pas assez spécialiste. Et alors là, je change de casquette et je n'ai pas la bonne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si aujourd'hui, parce que ces sujets ne sont pas nouveaux, et des gens qui ont des convictions, il y en avait aussi avant. Oui. Ma question, c'est est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, en 2022, il y a suffisamment un marché de gens qui se sentent concernés? Tu connais la différence dans les œufs au bacon entre concernés et impliqués. Donc la poule est concernée, le cochon est impliqué. Est-ce qu'il y en a suffisamment qui se sentent impliqués pour se dire je vais faire le choix d'aller
dans une banque comme Helios, même si j'ai un peu moins de services, parce que pardon, tu as quand même une gamme de services moins large que Bourso et aussi qu'Orange Bank, mais vraiment, c'est mes convictions. Parce que moi, j'avais souvent l'impression que dans ces sujets climat, etc., on a beaucoup de bonnes paroles, bonnes intentions, puis quand il faut traduire, les gamins qui manifestent, on les voit chez Zara acheter de la fast fashion fait par des Ouïghours, les mêmes qui t'expliquent que c'est pas bien à la télé, ou d'autres qui te disent qu'il faut pas prendre l'avion, mais qui veulent le dernier iPhone. Pardon, ça pollue quand même. Surtout qu'on n'en a pas besoin d'autant de puissance pour faire ce qu'on fait avec. Donc, Donc, c'est un peu le fond, là, quand même, non? Ouais, non, c'est un avis. Je veux pas traiter le fond. Ouais, je fais exprès. Il n'y a pas plus le fond que celui-là. J'ai donné un avis paradoxal. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché de gens qui vraiment se disent je vais chez Helios pour ça, que tu sens en trajectoire, parce que là, tu n'as pas 12 000 clients, mais tu vois tes 25 000, tu vois tes 50 000, tu vois la trajectoire? Alors, je pense que la question de fond, est-ce qu'il y a un marché sur des activités de la transition écologique? On peut prendre tous les autres secteurs et ils ont transitionné, une grosse partie. On prend l'alimentaire. Il y a 10 ans, Biocop, ça... Est-ce que les gens pensaient que ça allait autant exploser? Il y a 15 ans, est-ce que vous pensiez que des Tesla, etc., allaient exploser? On voit bien qu'il y a un marché. Après, il faut bien l'amener. C'est-à-dire que c'est des services qui doivent arriver avec un niveau de service qui est au niveau des autres acteurs et pas moins bon. Ensuite, en termes de chiffres, on avait réalisé une étude avec Opinionway il y a 1 an et demi. Et le chiffre parlant qui en était sorti, c'est 69% des Français se disent prêts à changer de banque pour être sûrs que leur argent ne finance pas des industries qui représentent un risque pour le climat. Alors, nous, notre rôle, c'est de transformer cette conviction en action et de se dire, maintenant que c'est vrai que je ne veux plus participer à ça, maintenant je change. Donc, je pense effectivement qu'il y a un gros marché, mais après, comme ça a été expliqué avant, pour croître, il faut de l'argent. Donc là, on vient de lever. J'ai embauché, on a doublé les équipes sur les 3 derniers mois, et donc ça va nous permettre aussi d'avoir plus de visibilité et d'être un peu plus connus. Après, le sujet de fond, c'est effectivement croître en restant, en ayant un business model sain. Et donc, nous, depuis le début, on a essayé d'être à contre-pied, mais finalement, je me rends compte que tout le monde est en train de reprendre le contre-pied des services gratuits, qui était la norme il y a 4-5 ans et qui commence un peu à tourner dernièrement, en préférant en fait se concentrer sur des clients qui sont vraiment convaincus et qui comprennent aussi qu'un service bancaire, pour avoir de la sécurité, un niveau de service fort et tous les services aussi, c'est-à-dire que ça doit fonctionner tout le temps. Oui. Ça se paye quand même. Donc toi, tu n'as jamais été sur le sujet gratuit? Non, on est aujourd'hui à 6 € par mois et ça nous permet également d'avoir une croissance finalement dès le début. Dès le début, qui est saine. Après, le but. Non, mais c'est courageux parce que c'est vrai. Tout le monde ne l'a pas fait. C'est vrai. C'était l'idée de départ, on s'est dit c'est un gros pari parce que ça veut dire que les chiffres, c'est des chiffres qui ne sont pas comparables avec un service qui est gratuit. Nous, aujourd'hui... Tu as 0 service freemium en fait, tu ne peux pas tester, d'accord. Non, on ne propose pas de freemium, on propose le compte à moins de... T'aimes bien, toi. Ah moi j'adore. Ah mais je préfère. Payer même pour 8 €, ce serait mieux. Je vais proposer ça aux clients. Alors, je me permets de rebondir quand même parce que, encore une fois, sans entrer dans le fond, comme je l'ai fait, c'était une très mauvaise idée. Est-ce que, comment vous prenez en compte ces sujets de fond, quelle que soit la façon de le prendre en compte, pour pas qu'il y ait que des acteurs de niche qui viennent dire nous on sait faire ça? Est-ce que c'est un sujet ou pas? C'est un sujet évidemment. C'est un sujet évidemment et c'est un sujet qui, je pense, est un sujet aussi et qui est un enjeu de communication. C'est-à-dire que nous, je pense que par exemple, on fait énormément de choses dans ce domaine. Pas plus tard que là, on vient de lancer aujourd'hui un prêt personnel qui est amélioré si tu achètes, tu sais, des produits qui permettent d'améliorer l'énergie de la consommation énergétique de ton appartement ou de ta voiture ou de tes véhicules. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Bon, sur l'épargne, on a été les premiers à faire de la gestion pilotée ISR, etc. Sur la partie dépôt des comptes à vue, là, c'est vrai que la question, c'est à quoi servent ces dépôts, quoi. Et alors, nous, ils servent quand même beaucoup à prêter de l'argent à nos clients. Donc là, je ne sais pas comment c'est classé, tu vois, en termes de RSE, mais moi, je considère que c'est déjà pas mal, en fait. Non, mais je dis ça parce que comme en plus, après, on peut avoir... mais tu as raison, rentrons pas dans le fond, mais 2-3 petits avis qui peuvent diverger sur ce qui est finalement important, pas important par rapport à ces sujets-là. Et nous, il faut qu'on explique à nos clients, parce que ça me semble absolument clé, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Où est-ce qu'il est placé? À quoi il sert? Et donc, nous... la plus grosse partie, en gros, une fois de nos dépôts, il sert à faire des crédits à nos clients. Donc, c'est assez simple. Et puis, sur la partie d'investissement, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus d'obligations aussi réglementaires, alors qu'on avait fait les choses naturellement. Par
Par exemple, le plan d'épargne retraite, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a créé l'année dernière, il est 100% ISR dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, dans la plupart des produits qu'on a créés depuis 3 ans, à chaque fois sur l'investissement, on essaye de partir du 100% ISR parce qu'on considère que les gens, par construction, on n'en connaît pas qui veulent tuer la planète, quoi. Donc, on part plutôt dans l'idée d'orienter les gens un peu par défaut. Là, on nous demande de poser des questions pour savoir si vraiment, tu sais, tu parlais de MiFID ou de la connaissance client, on nous demande maintenant des questions sur ces sujets-là. Bon, qui permettent d'ailleurs aux clients pas forcément de comprendre le sens des questions, parce qu'en fait, on va à des niveaux de granularité qui sont en fait assez compliqués à comprendre, je trouve, pour les clients. Et il n'y a pas l'offre en face. C'est-à-dire qu'en fait, après, est-ce qu'il y a les produits financiers aujourd'hui qui permettent de vraiment répondre à la question ? Il y a énormément d'efforts qui est fait par l'ensemble des métiers. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais objectivement, aujourd'hui, il n'y a pas toute la profondeur. C'est-à-dire qu'on va nous demander des sous-sujets qui pourraient intéresser nos clients, mais il n'y a pas forcément en face la profondeur d'offre. Donc, il faut que tout ça se mette en place. Et nous, on a tout intérêt à pousser les choses. Et je pense pas que la banque de détail, en tout cas, nous, c'est facile, parce qu'on est une banque de plein exercice, on est, tu vois, étanche, et on n'est que banque de détail. Donc, si tu veux, je pense que les sujets, quand même, dont on parle là, ils sont quand même plutôt dans la partie entreprise. Et la partie entreprise, on a beau vouloir ce qu'on veut, on va pas arrêter de financer Total ou... je sais pas, est-ce qu'on se rend même compte de ce que ça voudrait dire, en fait J'ai dit que je ferais pas le débat. Mais non, mais donc je comprends, quand tu es nouvel entrant, t'as pas ce problème-là. Mais si tu veux, quand tu es quand même dans une situation installée et qu'on a quand même ces sociétés-là qui existent, on peut pas les faire disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est quand même factuellement. Enfin, je pense que tu dis pas l'inverse d'ailleurs, mais c'est important de le rappeler quand même parce que sinon. Pourquoi parler pour les gens ? Non, mais bon, non, mais c'est tellement évident. Mais je préfère le dire, quoi, parce que des fois, on se demande si ça vaut pas le coup de le rappeler. Il faut faire transformer la société. C'est sûr que la solution est. J'avais eu un débat avec le CEO de la Banque Postale, justement, et c'est sûr qu'on ne peut pas avoir... le bilan d'Helios ne peut pas être le même qu'une banque qui existe depuis 15 ou 20 ans, ça c'est sûr. Donc il y a les actifs existants. Voilà. Toi, tu parles de la suite. Moi, je parle de la suite. Maintenant, la suite, il y a un vrai rôle à jouer du côté bancaire, c'est d'accompagner tous les nouveaux entrants ou les acteurs existants pour se transformer vers des activités beaucoup plus bas carbone. Et donc, typiquement, un Total, non, il ne va pas disparaître. Ça serait, je pense, compliqué et un peu étonnant de faire disparaître une société comme ça française. Mais par contre, il faut l'accompagner pour se transformer et transformer bien plus vite, c'est tout. On va prendre un peu de hauteur sur le sujet et non plus parler de climat, même si c'est le gros du sujet d'Helios, mais finalement là on voit bien acteur sur une niche versus banque universelle comme tu l'es avec toute la gamme de services ou comme tu souhaites l'être, même s'il n'y a pas encore toute la gamme chez Orange, mais en tout cas c'est la cible, on parle déjà d'assurance, banque de crédit, etc. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir on va avoir continuer à se multiplier des niches, voilà, là c'est l'impact, mais on a aussi les jeunes, hein, même s'il y en a qui réussissent, d'autres pas, on l'a vu récemment, mais finalement de plus en plus d'acteurs de niche qui chacun va adresser une typologie de besoins, de services, de clientèle, ou que finalement c'est une étape pour peut-être que toi demain tu sois aussi une banque universelle, mais plutôt orientée vers ça, et que toutes les banques universelles intègrent ces services avec ces niveaux de qualité. Comment vous voyez ce curseur ? Alors peut-être Paul qui a un peu moins parlé là, ces dernières minutes. Écoute, moi, d'abord, je pense qu'il y aura un assainissement du marché, qui est une très bonne chose. Hein. Je pense que c'est très bien pour nous trois que les autres disparaissent. C'est taquin, ça. Ouais. Non, et je pense qu'il y aura une convergence. Ce qui, moi, me frappe chez Orange, c'est que le client moyen Orange Bank, c'est le français. C'est-à-dire en termes de revenus, de géolocalisation, il est probablement beaucoup moins haut de gamme que celui qu'on a chez Boursorama. Il est probablement un peu moins intéressé par les thématiques développement durable que tu peux avoir chez Helios. Et globalement, on voit que le thème de la banque digitale, maintenant, c'est plus uniquement les jeunes, les geeks, les Parisiens. Enfin, quand je suis arrivé dans la banque digitale, on me disait, non, la banque digitale, c'est les jeunes mâles urbains. Aujourd'hui, c'est de plus en plus tout le monde. Et donc, le besoin d'adresser une niche, je pense qu'il va disparaître. En revanche, il y a des thèmes qui devront être... que les banques devront avoir comme des minima, c'est-à-dire que tout le monde devra être, je pense, à minima conforme sur un certain nombre de sujets de développement durable, et certaines choisiront, comme toi, d'être en avance du marché. Et ça sera vrai du développement durable, ça sera vrai du consumérisme avec le cashback, mais je pense que de plus en plus, il y aura des must-have sur beaucoup de thèmes, et certains transformeront un must-have en axe de différenciation fort. Mais oui, il y aura une convergence. La multiplication des niches, ça a sa limite, je pense, effectivement. Une réaction sur ce sujet ? Moi, je suis complètement d'accord. Je ne crois absolument pas aux niches. Je pense qu'en fait, j'y crois pas pour une raison simple, c'est que par exemple, chez Boursorama, on a toujours considéré tous les concurrents comme importants et on a essayé toujours de jamais laisser de place. Et tu vois, par exemple, par rapport aux jeunes, on a très vite une offre qui s'appelle Freedom maintenant et qui était
je pense, une réponse pour la question des adolescents. Et en fait, à partir du moment où tu prends en compte les considérations dont ont besoin de tes clients, tu essayes de le faire sur l'ensemble de la gamme. Parce qu'il n'y a aucune raison, enfin en tout cas nous, c'est notre vision, de laisser à d'autres la capacité de garder les clients chez toi, alors même que la proposition de valeur, tu es capable de l'apporter. Alors la question, c'est est-ce que tu es capable de l'apporter ? Tu peux avoir, et je suis d'accord avec toi, des gens qui ont été pionniers sur des sujets. C'est ce que tu fais avec ton modèle bancaire, etc. Mais je veux dire, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse aussi nous-mêmes avoir ce genre de dispositif, tu vois ? Et moi, j'ai aucune envie de laisser les gens avoir, en tout cas moi, dans ma vision, je vois pas ce qui serait, sachant qu'il n'y a pas de rupture technologique dans nos métiers pour l'instant, hein, parce que contrairement à d'autres domaines, tu parlais des brevets, mais enfin pour l'instant dans la banque, on n'a pas breveté quand même grand-chose dont le consommateur se rappelle, hein, on peut quand même se le dire aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement de barrières à l'entrée. Donc, quelle est la barrière à l'entrée ? En fait, c'est ta capacité d'investissement et ta capacité à avoir des clients et à les garder dans le temps. Donc, moi, je veux dire, je considère que c'est pour ça que le sujet est tout à fait prégnant, parce qu'en effet, c'est une vraie demande aujourd'hui des clients de comprendre ce qu'ils font. Tant mieux, hein. Alors, il ne reste plus que 2 minutes et un peu moins. Et en fait, pour rebondir, je voulais rebondir sur quelque chose que vient de dire Paul, avec lequel je ne suis pas d'accord. Tu m'en voudras pas, j'espère. Mais peut-être 2 minutes pour pas être d'accord. Ouais, mais en 2 mots, tu viens de dire que c'est bien, ça va nettoyer un peu le marché parce que c'est un peu dur pour certains en ce moment, etc. Moi, je trouve quand même, quoi qu'on en dise en tant que client final, toute cette effervescence depuis une dizaine d'années, in fine, que je sois client d'Orange Bank, de Boursorama, de BNP, de Crédit Agricole ou d'Helios, j'ai pu gagner plein de choses, moi, en tant que client final. Les grands qui étaient des fois un petit peu endormis se sont réveillés, tant mieux pour moi. Finalement, ils m'offrent des trucs qui avant étaient payants, et puis maintenant, ils disent, non, je peux plus le faire payer, il a compris que ça devait être gratuit. Des services qui avant, effectivement, mettaient 2 semaines, ils disent, non, on peut plus faire ça en 2 semaines, on veut plus. Donc, en tant que client final, j'étais plutôt content. Je pense même que les établissements étaient finalement contents, les grandes banques que j'ai citées, parce qu'elles ont pu, ça les a un peu remués. Donc, toi, tu as déjà donné ton avis. Vous en pensez quoi ? Que ça va nettoyer le marché ou pas ? Moi, je veux réagir sur le sujet de niche parce que c'est une question qu'on a eue au départ et je trouve, pour moi, une niche, c'est un marché qui est normé. Donc, tu prends les jeunes, à moins qu'il y ait un gros taux de fécondité dans les prochaines années. Oui, là, c'est un marché normé, c'est une niche. Tu prends une région, tu prends une religion, par exemple, c'est un marché normé. L'impact, c'est tout le monde. L'impact, en tout cas, c'est un marché croissant. Et du coup, on l'a vu sur tous les autres secteurs, c'est un marché en pleine croissance. En fait, il est pas du tout normé. Qu'est-ce qui empêche un client ? En fait, je te pose... affinitaire, à minima. Affinitaire au départ, si les services ne sont pas les mêmes, en effet. Mais si je te pose la question de service, tu as le choix entre 2 banques et c'est exactement le même service. Tu cherches juste un compte courant, tu as exactement le même service. Et je te dis, si tu passes chez Helios, tu as la garantie que que ton argent est investi pour accélérer la transition écologique, alors que l'autre, non. Et en plus, tu ne sais pas où ça va. Tu as sans doute raison, mais c'est juste la première partie de la phrase qui est compliquée à date. À date, ça dépend à qui on se compare. Mais en effet, après un an de lancement, on ne peut pas se comparer. Ça nous empêche d'expliquer nous où va l'argent aussi. Tu vois, donc c'est... Mais justement, je suis d'accord avec toi sur la taille du marché. Là, je suis complètement d'accord. La taille du marché, elle est infinie par construction. Et toi, tu auras peut-être envie de faire de l'épargne ISR. Enfin, voilà, forcément. Donc, quand on parle d'universalité, je pense que ça va dans les 2 sens. Et c'est pour ça que moi, je le prends plutôt à chaque fois comme un challenge, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est finalement, moi, est-ce que je suis à l'aise avec ce qu'on fait ? Bon, pour l'instant, peut-être qu'on le dit mal, peut-être qu'on l'explique pas assez. Et ça nous fait. Et là, je te rejoins exactement. Et je pense que c'est pour ça que tu as complètement raison. Moi, je pense que c'est une consultante gratuite pour mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a toujours envie, je suis d'accord avec Paul, d'être un peu tout seul et puis de tuer tout le monde. Mais c'est un peu normal. Enfin, sinon, sinon on serait pas là. C'est un peu le sens du business. Et toi, ça t'embête parce qu'évidemment, ça te limite un peu après dans les intervenants. Et donc, tu vas être obligé de nous revoir tout le temps et c'est pénible. Mais la réalité, c'est ça. Et après, je pense que là où tu as raison, c'est que c'est hyper stimulant et c'est normal et t'as pas les mêmes points de départ et t'as des gens qui apportent des idées. Heureusement, quoi. Écoutez, j'aurais encore 1000 questions. On a largement dépassé. On sera obligé de continuer autour d'un verre ce soir pour le PFC, l'apéro. J'espère que vous venez tous les 3 parce qu'en tout cas, on a prévu beaucoup à manger et à boire. Donc, ce serait sympa que vous veniez. Un grand merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Alors, juste avant PFC, les chroniques, où je vais retrouver mes 3 chroniqueurs qui, j'espère, ont plein d'énergie, parce que moi, ça fait déjà 1h30 que je suis là, donc je commence à être un peu down. J'ai besoin d'eux. Juste avant, parce que Charité bien ordonnée commence par soi-même, une petite page d'autopromo. Vous le savez, en dehors d'avoir le plaisir de présider l'Axel et ce club PFC, l'émission, je suis aussi président et fondateur du Paris FinTech Forum, qui continue cette année, où j'ai eu très souvent le plaisir d'avoir
vous tous et bien d'autres qui nous regardez. Et donc cette année, c'est un mode en communauté, un Paris FinTech Forum Communities, avec plein d'événements. Et donc l'actu, c'est que le 4 octobre, on fait la 4e édition du Women in Finance Lunch, qui est un très bel événement. Et n'hésitez pas à vous renseigner, bon, même si c'est, pour être tout à fait honnête, quasi complet. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur le site quand même. Et puis la grande soirée Paris FinTech Night, on est déjà à la 7e édition. Et oui, même les années Covid, on les a faites. On a eu du bol, on est passé entre les gouttes. Et donc là, on a le droit de sortir. Enfin, c'est le 19 octobre. Ne crions pas victoire. Mais on croise les doigts, on touche du bois. Le 19 octobre, on vous attend très nombreux. Allez regarder les conditions d'admission sur le site parisfintechforum.com. Et puis, il y a encore tout un programme pour le mois de novembre. Je ne vais pas tout raconter maintenant. Une petite page de pub et on se retrouve avec mes chroniqueurs dans à peu près une minute. À tout de suite. 3, 2, 1.